de vous entretenir sur l'hémoptysie. Normalement, l'hémoptysie, c'est du domaine du réanimateur ou du radiologue. Elle n'est pas du domaine du pneumologue. C'est une erreur monumentale qui est faite par les pneumologues d'hospitaliser des hémoptysies dans des unités de soins conventionnelles où on ne dispose pas de plateau technique. Et vous allez voir que le pneumologue, pratiquement, il est démuni devant ce type de pathologie. L'hémoptysie, quand elle est massive, quand elle est importante, elle met en jeu le pronostic vital. Et elle met en jeu le pronostic vital non pas par le choc hypovolimique, mais par le fait qu'il y a risque d'inondation alvéolaire et risque de détresse respiratoire. Généralement, le patient meurt par détresse respiratoire suite à l'inondation de ses voies aériennes. Et le volume des voies aériennes équivaut à 150 cc. Alors qu'on parle d'hémoptysie massive à partir de 200 millilitres. Donc vous voyez que le risque, il est majeur. Deuxièmement, l'hémoptysie peut s'inscrire comme un incident évolutif qui va nous permettre d'entrer dans une pathologie méconnue, qui évolue à bas bruit d'une manière insidieuse, ou bien qui va décompenser une pathologie déjà connue, qui est suivie, qui est traitée. Enfin, il y a un changement dans les modalités d'exploration. Il y a quelques années, c'était le triptyque radiothoracique, endoscopie rigide et TDM. Maintenant, il y a une avancée magistrale, en l'occurrence, l'exploration qui nous est permise à travers ce qu'on appelle l'angio-TDM volumique. Enfin, en matière de thérapeutique, il y a une révolution. On est passé d'un traitement médical qui réellement ne donnait pas grand-chose et à un traitement plus efficace, très très efficace, en l'occurrence l'embolisation, qui nécessite une expertise en radiologie interventionnelle et qui est du domaine du radiologue. Allez-y. Alors en matière de définition, l'hémoptysie est définie comme étant le rejet brusque par la bouche ou par le nez de sang. Allez-y. Généralement, le sang, il provient des voies aériennes sous-glottiques, c'est-à-dire des voies aériennes basses. Et pour aboutir à un diagnostic positif, on est astreint, bien sûr, d'interroger le malade si on n'a pas assisté à l'épisode hémoptoïque. Et dans cet interrogatoire qui doit être rigoureux, on doit essayer de mettre en relief et en exergue la qualité macroscopique du sang qui a été émis par le patient. Et le sang émis par le patient doit être un sang aéré, spumeux, rouge, écarlate. Deuxième élément, c'est la notion de tout. Le sang qui provient des voies aériennes sous-glottiques doit être extériorisé par le biais, par le truchement d'un effort de tout. Donc, l'hémoptysie s'inscrit au décours d'un effort de tout. Le patient va tousser et au décours d'un effort de tout, il va émettre une hémoptysie, un crachat hémoptoïque ou du sang. Enfin, il y a ce qu'on appelle des signes avant-coureurs. Généralement, le patient va ressentir, avant d'émettre du sang, il va ressentir une sensation de chaleur rétrosternale, un chatouillement laryngé et enfin un goût métallique dans la bouche avant, bien sûr, l'émission de sang. Voilà en guise d'approche clinique et de diagnostic positif. Mais ce n'est pas suffisant. Ce diagnostic positif nous amène quand même à éliminer quelques diagnostics différentiels, mais généralement ça ne résiste pas à un interrogatoire rigoureux et à un examen physique sommaire. Il y a 3 diagnostics qu'il faut éliminer. Le premier diagnostic, c'est ce qu'on appelle l'épistaxis postérieure, et quand il est volumineux, il peut inonder la glotte et déclencher un effort de toux, et prêter à confusion avec une hémoptysie. Allez-y. Deuxième diagnostic, c'est l'hématémèse. Généralement, elle est précédée d'un effort de vomissement. Le sang, il est noirâtre, il est mélangé à des aliments. Allez-y. Et enfin, la gingivorragie. Il suffit d'ouvrir la bouche et de regarder l'état des gencives pour faire le diagnostic de gingivorragie. Allez-y. Alors actuellement, on définit 2 types d'hémoptysie. L'hémoptysie symptôme, ou sentinelle d'une affection connue ou méconnue. Elle est définie comme étant des crachats hémoptoïques, c'est-à-dire une hémoptysie de faible abondance, généralement inférieure à 50 cc par 24 heures. Et souvent, l'étiologie n'est pas connue. Allez-y. Alors, cette hémoptysie symptôme ou sentinelle ne requiert pour elle-même aucun traitement
il n'y a pas de retentissement clinique, il n'y a pas de retentissement gazométrique, et bien sûr, l'effort du pneumologue ou du généraliste, c'est de rechercher l'étiologie à l'origine de cette hémoptysie pour essayer de traiter à l'origine l'hémoptysie. Allez-y. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'hémoptysie maladie, l'hémoptysie massive qui met en jeu le pronostic vital, et elle est définie soit par un débit de sang supérieur à 50 cc par 24 heures, et ça nécessite bien sûr un milieu spécialisé, soit une autre définition, elle est définie aussi par le rejet brusque de 200 cc en un seul temps, ou bien un débit de 300 cc par 24 heures, ou bien elle est définie par une mauvaise tolérance. La mauvaise tolérance peut être clinique, bien sûr, détresse respiratoire, tirage, cyanose, utilisation des muscles accessoires, ou bien cette mauvaise tolérance est définie par une désaturation périphérique qui est appréciée par la SpO2 et par la saturation. Alors, ceci nous amène à parler de ce qu'on appelle une filière de prise en charge thérapeutique d'urgence multidisciplinaire. Je pense qu'il faut intégrer les services pour pouvoir mener à bien cette prise en charge de l'hémoptysie massive qui requiert une prise en charge multidisciplinaire avec l'intervention notamment du réanimateur et du radiologue interventionnel. Alors cette hémoptysie maladie menace bien sûr la vie, elle nécessite pour elle-même un traitement spécifique d'urgence à même de juguler, de tarir cette hémoptysie, et l'enquête étiologique elle passe en second plan. Ce n'est pas une urgence en soi, on va différer cette enquête étiologique jusqu'à avoir tari la source de l'hémoptysie. Alors, on a tenté d'opter pour une échelle de quantification du volume de l'hémoptysie en présentant au malade ou bien une cuillère équivaut à 5 millilitres, allez-y. Un crachoir équivaut à 120 voire 150 cc, et enfin un haricot équivaut à 300 voire 400 cc. Allez-y. Mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est très difficile d'évaluer le volume qui a été émis par le malade. Il faut prendre en considération, en plus du débit de l'hémoptysie, il faut prendre en considération les comorbidités sous-jacentes présentées par le patient, le retentissement clinique et la nécessité, bien sûr, d'utilisation de vasoconstricteurs par voie générale. 50 cc de sang émis par un patient qui a une exploration fonctionnelle respiratoire normale n'est pas du tout la même chose par rapport à un sujet insuffisant respiratoire qui est réduit dans sa fonction respiratoire et qui risque de faire une détresse malgré le faible volume de l'hémoptysie. Allez-y. Alors, selon Mal et collaborateurs, l'hémoptysie menaçante est définie par un débit de sang supérieur à 200 cc en cas de fonction respiratoire normale. Par contre, en cas de fonction respiratoire altérée, un débit sanguin de 50 cc par 24 par heure est largement suffisant, bien sûr, pour amener une détresse respiratoire et bien sûr le décès du patient. On peut aussi définir l'hémoptysie maladie comme étant la présence d'au moins 2 épisodes d'hémoptysie modérée malgré la prescription de vasoconstricteurs. Ça veut dire qu'on a donné des vasoconstricteurs qui sont considérés comme des médicaments puissants, très efficaces, et malgré cette indication, cette médication, il y a récidive de l'hémoptysie dans sa forme modérée. Allez-y. Alors, quels sont les mécanismes de l'hémoptysie? Il y a 3 mécanismes, et le mécanisme le plus important, qui représente à lui tout seul 90% des cas d'hémoptysie, c'est bien sûr l'hypervascularisation systémique bronchique. Et cette hypervascularisation systémique bronchique, qui intéresse la vascularisation nourricière émanant des artères bronchiques qui émane de la face antérieure de l'aorte descendante, donc le sang qui y circule est un sang à haut débit, à forte pression. Cette hypervascularisation systémique, elle est favorisée bien sûr par l'altération de la vascularisation pulmonaire, par exemple en cas de thrombose ou de vasoconstriction réflexe. Elle est favorisée aussi en cas de phénomènes inflammatoires intéressant les artérioles bronchiques et éventuellement les artérioles pulmonaires. Ceci va entraîner une libération de facteurs de croissance angiogénique à même
d'initier et d'entraîner un développement de la circulation systémique. Allez-y. Deuxième mécanisme, c'est bien sûr le saignement provenant de la circulation pulmonaire alvéolaire. Et là, on a deux phénomènes. On a un phénomène hémodynamique, c'est bien sûr l'OAP, l'œdème aigu du poumon, secondaire à des défaillances cardiaques gauches. Et deuxième phénomène, c'est l'atteinte inflammatoire ou immunologique de la barrière alvéolo-capillaire, par exemple dans le cas des vascularites ou bien dans le cas de la maladie de Gout-Pasture, qui est une maladie auto-immune avec production d'auto-anticorps dirigés contre la membrane basale de l'endothélium et de l'épithélium alvéolaire. Allez-y. Enfin, troisième mécanisme, c'est la rupture d'un gros vaisseau. Ça peut être l'artère pulmonaire, dans le cadre d'une maladie de Behçet, qui va générer un angio-Behçet, qui va s'exprimer essentiellement par une dilatation des artères pulmonaires, ou bien une fissuration d'un anévrisme de l'aorte. Allez-y. Alors, en matière de mécanisme, voilà. Donc, quand il s'agit de tuberculose, c'est essentiellement l'atteinte de la circulation nourricière systémique. Et quand il s'agit, par exemple, d'une aspergillose invasive, c'est surtout l'atteinte de la vascularisation pulmonaire dite fonctionnelle.